retour sur le plateau de Direct Gestion pour le débat, 9h30 à 10h. Mon invité ce matin, Olivier Plaisant, le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. On va parler dans un instant effectivement de ce qui s'est passé sur les marchés et puis on redétaillera effectivement le fonds Ecofi Enjeux Futurs parce que ça couvre de larges thématiques. On a besoin de stabilité et de vision, surtout dans cette période très chargée. Alors justement, dans l'édito, j'ai parlé des cracks. Il y a toujours effectivement des Cassandres, des oiseaux de mauvaise augure, on dirait, sur le marché, bon, qui ont raison quand même de temps en temps, puisqu'il y en a des cracks forcément. Martin Armstrong, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Oui. Il a prédit le krach mondial, puisqu'il dit qu'il y a une crise de dette souveraine le 1er octobre prochain. C'est extraordinaire. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que, ce qu'on peut constater, c'est que ceux qui ont prédit les crachs deviennent très célèbres, mais ils n'arrivent jamais à en prédire plusieurs. Ils en prédisent toujours qu'un, donc ça c'est une chose. Non, plus sérieusement, nous pensons qu'on n'est pas dans une situation de krach et que même si le PE de Schiller a augmenté, on n'est absolument pas dans les niveaux stratosphériques qu'il avait atteints précédemment lors des différents crachs. Il y a une économie américaine qui fonctionne plutôt bien avec une demande interne qui est extrêmement robuste et extrêmement puissante. On a une Europe qui essaye de démarrer, en tout cas avec une banque centrale qui fait tout pour qu'elle démarre. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. La croissance est un peu faiblarde en Europe, mais la banque centrale est à la manœuvre pour essayer de stimuler la croissance des investissements. Et on a des pays émergents qui, eux, posent problème parce que c'était des moteurs de croissance très très fortes. On voit bien que le leader des pays émergents, qui est la Chine, est en phase d'ajustement, mais a les ressources pour gérer cet ajustement. Tout ça est arrivé cet été. On ne s'est pas aperçu que la Chine était en train de changer de modèle cet été. Voilà. Mais alors pourquoi? Alors justement, bon, déjà, première chose, je rassure les auditeurs, selon Olivier Plaisant, pas de krach le 1er octobre, on devrait l'éviter. On devrait l'éviter. En revanche, c'est vrai que cette Chine, ça nous a fait passer un été quand même compliqué. Alors, heureusement, c'était plutôt sur la fin de l'été, ça a permis aux gérants de partir en vacances un petit peu. Mais la rentrée, c'est vrai que depuis le 24 août, on a été quand même saisi. On avait déjà eu des chutes très brutales sur les indices chinois, Shanghai, 8,5 le 27 juillet par exemple. Et par contre, ça provoque une panique sur l'ensemble des places mondiales avec des décalages extrêmement forts. Comment justement vous avez vécu cet épisode? D'abord, c'est vrai qu'on a vu un pic de volatilité très très important suite finalement à la dépréciation du yuan, dépréciation voulue. Les marchés avaient monté extrêmement vite, extrêmement violemment. Donc ce qu'il fallait, c'était une correction. Et cette correction, on l'a eue. Cette correction n'est pas un krach. Ça n'empêche pas que pour la fin de l'année, on peut toujours avoir une objectif de croissance des marchés actions. Marché actions qui reste attrayant. Pourquoi? Parce que les actions, c'est la seule classe d'actifs qui assure du rendement. On est dans un univers de taux bas. Et où on trouve le rendement, c'est au sein des actions. Parce qu'il y a des zones comme l'Europe où il y a une dynamique bénéficiaire qui est en train de se redresser, qui est extrêmement bonne. La dernière saison des résultats du deuxième trimestre était très très bonne pour l'Europe et on anticipe une croissance à 2 chiffres. Et puis enfin, parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui doivent s'investir. Justement, à propos de ces liquidités et de ce qu'on a vu sur les marchés, alors effectivement, sur les marchés, on peut dire que ça a tangué plutôt fort. Oui. Par contre, sur le marché obligataire, on n'a pas eu ce fameux flight to quality, c'est-à-dire les gens ne se sont pas rués sur les actifs refuges. L'obligataire n'a pratiquement pas bougé. C'est vrai, ça prouve qu'il y a des liquidités qui sont prêtes à être investies. Et les liquidités, les marchés actions sont l'endroit où elles devraient être investies. On se penche évidemment sur les États-Unis, notamment sur la décision de la Fed. J-1, on va attendre Janet Yellen. Plusieurs scénarios sont sur la table. Le statu quo, elle ne fait rien, mais elle annonce que peut-être elle va faire plus tard. Elle fait en disant que peut-être c'est la dernière fois en 2016, ou elle fait et elle dit que ça va arriver, qu'il y aura une deuxième fois. Quel est votre pronostic là, sur son discours de demain? Écoutez, le pronostic est assez difficile à imaginer parce que je pense que les discussions vont être longues à la Fed.
là aussi, ça va être... je crois que même Janet Yellen ne le sait pas à l'heure qu'il est. En revanche, voilà, elle a eu le temps d'y réfléchir, elle sait sa position, mais en même temps, il faut qu'elle réalise un consensus. Le marché, lui, est assez partagé finalement. Il y a quelques semaines, les gens pensaient plutôt que les opérateurs pensaient plutôt que ça serait reporté en décembre. Là, le marché est plutôt partagé. Je crois qu'il y a aussi, je crois que le marché aimerait bien, enfin certains opérateurs aimeraient bien que cette hausse des taux arrive, comme ça serait derrière. Cette incertitude serait levée. Voilà. On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que la hausse des taux arrivera. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans les mois qui viennent, peut-être en décembre. Elle interviendra avec un discours extrêmement dovish et extrêmement apaisant parce que oui, il y a de la croissance aux États-Unis, mais il y a des moteurs de croissance qui sont de s'allumer en Europe, mais qui dans les pays émergents sont pour l'instant... Décroissent, oui, effectivement. C'est vrai que Janet Yellen est un peu tiraillée puisqu'elle a annoncé qu'elle allait faire quelque chose. En même temps, les chiffres, alors il y a du bon, il y a du moins bon. Le chômage, c'est plutôt pas mal, mais ça repart pas du côté de l'inflation. Pas évident cette décision. Pas d'inflation. C'est surtout l'inflation qui pose problème aujourd'hui, d'ailleurs dans la majorité des pays. Oui, tout à fait. On a cette inflation toujours due évidemment à ce qui se passe sur l'énergie, le pétrole en particulier. Est-ce que c'est un secteur qui est très très déprimé et pourtant on se dit, bon, on sait déjà que 1 à 40 $, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas survivre, d'entreprises, la donne se complique. Et puis 2, à plus long terme, on est quand même toujours consommateur de pétrole. Alors ça se stabilise au niveau mondial, surtout avec une Chine qui ralentit, mais demain on en aura toujours besoin avant de la remplacer peut-être par des nouvelles énergies. Quelle est votre vision sur justement ce secteur pétrole qui on a l'impression fait quand même un peu la pluie et le beau temps sur le marché des matières premières? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, pour l'instant, nous restons à l'écart du secteur du pétrole et des services pétroliers. On pense que c'est beaucoup trop tôt pour aller dans les fonds dans lesquels on peut en faire. Dans le fonds enjeux futurs, nous ne faisons pas d'énergie fossile. Donc le problème est pas du tout, pas de pétrole, pas de pétrole. Le prix du pétrole, pour l'instant, est au plus bas. Rien n'indique, toute chose égale par ailleurs, rien n'indique qu'il pourrait remonter de manière extrêmement importante. D'autant que l'Iran va arriver avec sa production, et que la demande mondiale est pas excessivement forte. Non, c'est vrai qu'elle ne progresse pas. En tout cas, les prix ont chuté de 60%, ce qui est évidemment un des effets déflationnistes. Même équation d'ailleurs pour la BCE, c'est pas évident. On a vu un Mario Draghi il y a 2 semaines plutôt rassurant. C'était le premier à prendre la parole des banquiers centraux. J'exclus la Chine, qui n'a pas forcément très bien communiqué en cet été, en tout cas dans les grands pays occidentaux. Mario Draghi s'est voulu rassurant et il a même, entre les lignes, dit qu'il serait prêt à faire plus, peut-être du côté de la BCE. Est-ce qu'on s'attend du coup à un Q2? Alors je sais que c'est dans un an, puisque le Q1 c'est jusqu'en septembre 2016. Est-ce que vous pensez que c'est une munition pour la BCE et que ça pourrait être utilisé éventuellement? Alors il n'y a pas d'inflation, ce qui laisse quand même les mains libres. Le problème en Europe, c'est l'investissement. Il n'y a pas d'investissement et la demande de crédit est encore extrêmement faiblarde, même si on sent que ça commence à bouger. Donc pour ces raisons-là, la BCE pourrait aider. L'investissement, alors ça repart timidement, on l'a vu évidemment sur l'immobilier notamment un petit peu. Le crédit également, ça va mieux. Alors vous nous avez dit que vous étiez pas de pétrole, pas de banque non plus dans les portefeuilles. On peut avoir quelques financières. Alors lesquelles en particulier? Mais les financières, elles sont particulières. C'est par exemple de l'assurance santé aux États-Unis. Avec des Cigna, et cette assurance santé aux États-Unis, c'est que ces compagnies sont assez sensibles à la hausse des taux courts, donc en période finalement qui précède une hausse des taux courts, on semble que c'est pertinent de l'avoir. Oui, pourquoi justement il y a cette sensibilité au taux court sur ces financières, enfin ces assurances? Leur portefeuille, ils ont besoin de rendement sur les taux courts, et leur modèle fait que les remboursements font qu'ils ont des portefeuilles plutôt duration assez courte. Vous avez parlé également de la volatilité. C'est vrai qu'on l'a vu bondir lors des derniers jours, ce fameux indice
l'indice VIX, indice de la peur, qui est remonté en flèche. Beaucoup de gérants qui sont passés depuis le 24 août sur ce plateau nous ont dit quelque part on était presque un petit peu tétanisés parce que ça allait tellement vite qu'on ne peut pas réagir. Et le pire à la limite, c'est de réagir dans l'urgence, sauf quelques rachats à bon compte si on a le temps. Quand on a le temps, parfois c'est à la demi-heure qu'il faut les faire. Mais c'est vrai que c'était extrêmement rapide. On s'est interrogé justement sur ces mouvements avec tout ce qui est trading algorithmique, c'est-à-dire les robots. Est-ce que vous pensez que justement, vous voyez, peut-être vous qui êtes sur les marchés quand même depuis longtemps, il y a de plus en plus cette avancée de la technologie, même dans le trading? Les facteurs techniques ont été extrêmement forts dans ces mouvements de baisse de marché, et on le voit bien quand le marché s'est effondré, des valeurs qui n'avaient rien à voir avec la Chine, comme Home Depot, qui ont baissé de plus de 15%. Home Depot, on rappelle, c'est du quoi? Du bricolage, c'est Monsieur Bricolage Home américain. c'est le Castorama, américain, et qui sont remontés par la suite. Donc tout ça, c'est des facteurs c'est de la volatilité, et c'est des ventes qui sont générées par des automates. Donc oui, il faut vivre avec ça maintenant. Ça augmente la volatilité quand il y a des périodes d'incertitude comme ça. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous utilisez chez Ecofi Investissement des stratégies de couverture qui sont affectées justement par cette volatilité forte? Alors sur nos fonds actions classiques, on peut mettre en place des stratégies de couverture. Nous l'avons fait dans certains cas, mais là nous ne le faisons pas actuellement. On est à la rentrée, c'est vrai que les gens regardent leur portefeuille, vont se positionner pour cette fin d'année. Une fin d'année, on sait, toujours compliquée. Alors je mets de côté les mauvais oracles, enfin les oracles bons ou mauvais, qui nous prédisent toujours l'apocalypse. Mais c'est vrai que septembre, octobre, c'est souvent des périodes compliquées en bourse. Est-ce qu'il va y avoir de la volatilité? Quels sont finalement vos billets là, pour cette fin d'année? Oui, il va y avoir de la volatilité, parce que si la Fed ne monte pas des taux, ça participe à l'incertitude. Si elle monte les taux, c'est quand même une montée des taux, même si les taux restent faibles. Et puis c'est une période où traditionnellement il n'y a pas de news flow, il n'y a plus de résultats, donc il peut y avoir de la volatilité effectivement dans les semaines qui viennent. Nous on analyse toute baisse de marché comme étant des opportunités pour entrer sur un marché qui devrait progresser d'ici la fin de l'année, oui. Qui devrait encore progresser. Oui, est-ce que vous pensez qu'on pourra retrouver des plus hauts qu'on avait connus? C'est pas si loin, finalement, c'est fin juillet, on était à 5000, 5200 points. Oui, ça vous paraît savez, presque long maintenant. Voilà, nous on avait parlé de 15% début d'année, on était quasiment 3 semaines. Voilà. Après, on est toujours dans ces objectifs-là. Et dernière question, après on fera la pause, Olivier. C'est vrai que quand on voit effectivement les très belles performances du début d'année où tout allait bien, on peut se dire, mais effectivement à ce moment-là, peut-être qu'il fallait je sais pas, sécuriser ou limiter de manière à avoir un effet bloquant sur la performance. Est-ce que c'est possible ou vous devez être constamment investi à 100%? Nous sommes investis à 100%. C'est très clair. Donc on est sensible au marché action. Quand on met en place des couvertures, ce ne sont que des couvertures partielles, parce qu'on estime que nos produits doivent être des produits actions, parce qu'il est acheté par des allocataires, ils sont achetés par des allocataires et des gens qui ont besoin d'avoir une exposition actions. Donc c'est totalement investi, c'est totalement investi à 100%. Et nous, notre gestion des risques, entre des valeurs à plus faible bêta et des valeurs à plus fort bêta, font que, in fine, bon an mal an, avec 7% de croissance sur 9 mois, on pense qu'on devrait en plus prendre une montée de marché d'ici la fin de l'année. Donc on a rempli notre cahier des charges. C'est plutôt pas mal. Et puis on n'a pas vu effectivement de phénomène de décollecte sur les fonds. Les gens sont restés investis. Il n'y a pas de panique, même si effectivement ça a tangué pendant l'été. Olivier Plaisant, on vous retrouve dans un instant. On va décortiquer le fonds Ecofi Enjeux Futurs. Restez avec nous, à tout de suite.